Rebonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons ce matin trois femmes exceptionnelles dans le cadre de notre panel Jeunes leaders, femmes d'affaires inspirantes. Je vais les laisser elles-mêmes se présenter dans quelques instants. Mais avant tout, je tenais à mentionner d'une part officiellement que le panel est enregistré et qu'il pourrait être partagé par la Chambre. Et d'autre part, on vous demande de garder vos questions pour la fin du panel parce que nous allons avoir une dizaine de minutes là, réservées à cette fin. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos trois panélistes. Les filles, bienvenue et merci beaucoup d'être là. Votre présence est très appréciée et nous sommes bien emballés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander de vous présenter brièvement chacune et ensuite on va débuter les questions. On va commencer par Candice, tiens, une ancienne du groupe de Déjeuner Jeunes Leaders. Candice, je te laisse la parole. Bon matin tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir pour plusieurs d'entre vous. Donc, Candice Maxi, je suis actuellement responsable diversité, équité et inclusion chez Deloitte. Je suis professionnelle RH de formation, ça fait près de 15 ans déjà que je suis dans le domaine et je dirais que au fil des années, on va certainement en parler durant la conversation. Donc, au fil des années, grandi en responsabilité chez Deloitte depuis les 2 ans. Auparavant, mes employeurs précédents étaient Coca-Cola et avant ça, État Corporation financière. Je suis administrateur à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Je siège sur les comités estime et sur le comité gouvernance et ressources humaines. Alors, voilà pour moi. Merci, Candice. Anna, à toi. Bonjour, Anna Canan, ingénieure. Je suis gestionnaire de la planification, chef estimatrice chez Kiewit, Eurovia et Vinci. Ça fait 10 ans que je suis en construction. Avant ça, j'ai été aussi au ministère des Transports. Avant ça, j'ai lâché l'école, je suis retournée à l'école. Avant ça, j'ai ouvert mon entreprise qui a été un échec à 19 ans. Avant ça, écoute, c'est un parcours qui n'a pas été assez typique, là. Ça n'a pas été une lignée toute droite, mais ça fait un parcours diversifié, donc c'est ça. Très cool. On a bien d'entendre tout ça. Pour terminer, la lauréate estime Jeune Leader de l'année dernière, Camille. Donc, bon matin tout le monde. Pour ma part, je suis cofondatrice de la coop Couturière Pod. Nous, on est un manufacturier. Je suis maintenant sa directrice générale, mais quand on était 4, j'avais pas nécessairement ce titre-là. Maintenant, on est 23 membres, donc 23 employés. On est dans Hochelaga Maisonneuve. Sinon, plus personnellement, je suis extrêmement mobilisée là, dans ma communauté. Moi, je suis dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, dans le secteur Viauville, qui est très loin de toute forme de transport en commun. Donc, ça crée un peu des microcosmes là, au sein de Montréal. Je suis administratrice à titre de membre de la rue Sainte-Catherine pour le CA de la Société de développement commercial Hochelaga. Je suis aussi sur le conseil d'administration du CCSE Maisonneuve, là, qui est un organisme communautaire dont je suis vice-présidente. Sinon, je suis de tous les comités citoyens. On nous appelle souvent à l'aide. Peu importe ce qui se passe, c'est comme « Ah, le REM passe! » Puis là, bon, là, je suis bien impliquée avec tout ce qui est politique aussi autour de la coop, parce que ce qui est intéressant avec la coopérative, évidemment, il y a l'action qu'on fait dont je pourrais parler, là, qui est absolument exceptionnelle. Mais il y a tout l'aspect extrêmement politique autour de la coop. Moi, je suis issue du milieu politique. De formation, je suis designer de mode et couturière. J'ai commencé comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la production. Là, j'ai aucun sens esthétique, juste que vous le sachiez, by the way. Je peux pas vous faire une robe, là. Mais ma designer peut, là. Mais moi, je suis nulle, vraiment, là. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les chaînes de production, des machines, des minutes, tu sais. Puis, bref, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais oui, c'est ça. J'ai fait la politique avant. J'ai été attachée de presse, ce qui a peut-être expliqué toute l'immense visibilité qu'on a eue, là. Mais j'adore le textile, le tissage, le fait main.
Et voilà, et je suis très bien comme couturière maintenant. Thanks God! Merci Camille. Donc, on va commencer les questions. En fait, les filles, je vous invite, là, si jamais vous avez des commentaires les unes envers les autres ou des questions, là, je vous invite à les faire. C'est sûr que ça va rendre le panel dynamique et moins statique avec les questions back-to-back. Puis, il n'y a pas d'ordre, en fait, pour celle qui est les plus à l'aise de répondre là, à la question, en fait. Alors, et les questions ont été préparées par les jeunes leaders qui sont présents aujourd'hui. Donc, on a vraiment, en fait, collecté les questions. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que les gens voulaient apprendre de vous, en fait. Donc, la première question, quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté dans votre carrière professionnelle en tant que femme en affaires, en fait? Est-ce que c'est chacune, est-ce que tu vas nous nommer ou chacune se non, lance? allez-y, si la personne qui veut y aller, allez-y. Moi, écoute, il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans, j'ai été chef estimatrice pour le projet que je travaille en ce moment. Donc, on est en soumission pour gagner le projet. C'est un projet de 3 milliards de dollars. J'étais chef estimatrice, j'avais 32 ans. J'avais environ 100 ingénieurs qui travaillaient aussi avec moi. C'est beaucoup de personnes. Je suis jeune, je suis une femme, je suis immigrante, j'ai pas assez d'expérience, on va se le dire, là. Je veux dire, c'était des gens exceptionnels aussi avec qui j'ai travaillé. J'ai pas trouvé ça facile. C'était pas nécessairement mes collègues là, qui étaient difficiles, là. Il y en avait des difficiles, mais comme d'habitude, c'est comme dans n'importe quoi, qu'on soit un homme ou une femme dans cette position-là. Je pense que c'était aussi beaucoup moi-même qui se mettait beaucoup de pression avec ce poste-là. Je voulais tellement réussir. Donc ça a été un grand défi, puis on l'a gagné. Ça a été une très grande victoire. Disons qu'après ça, j'ai commencé à dormir. Et puis maintenant, je suis sur le projet à Ottawa. C'est exceptionnel aussi parce on travaille avec des partenaires qui sont Eurovia et Vinci, des Européens. Donc, c'est vraiment diversifié. On parle de diversité, hein, que ce soit dans les hommes, des femmes, les cultures, mais justement des cultures d'entreprise aussi. Donc, ça, je trouve ça super intéressant, mais ça n'a pas été facile. Merci. Camille? Ouais, je sais pas. J'écoutais Anna, je trouve que c'est un bon exemple. Je saurais pas quoi choisir entre qu'est-ce qui est plus dur entre la politique et l'entrepreneuriat. Honnêtement, là. Fait que je suis comme en train d'hésiter à 2 cas. Est-ce que la COVID a été difficile? À chaque fois qu'on me pose la question, parce que on a fait énormément de pays, là, d'équipements de protection individuelle. Ça nous a vraiment lancé. On a pu faire des investissements par la suite. Mais est-ce que c'était ça qui était difficile? Non, on surfait sur une vague, dans le fond, là. Fait que dans ce temps-là, quand ça va bien, tu y vas, puis ça roule tout seul, tu sais. Fait que je dirais que c'est l'après, peut-être, qui a été le plus tough, puis de retourner sur Terre, tu sais, de faire comme « Oh! » Soudainement, tu sais, il y avait comme une réalité, puis là, c'est des affaires qui s'appelaient des problèmes de cash flow, tu sais, que j'avais pas connu nécessairement. Oui, là, un peu, là, mais tu sais, là, toutes ces réalités-là embarquaient. Les problèmes de RH, honnêtement, c'est l'affaire que je trouve le plus dur, qui m'a le plus surpris. Mais politiquement, évidemment, c'est la gestion des crises, là, puis le sentiment d'immense solitude qui est peut-être partagé aussi quand on est entrepreneur, en fait, tout à fait partagé, même dans une coopérative, hein, n'importe où. L'immense sentiment de solitude et d'incompréhension, je pense qu'il fait en sorte qu'on se rassemble aujourd'hui dans des événements des jeunes chambres de commerce, des chambres de commerce, des SDC, tu sais. Je pense que c'est un peu pour briser ça. Tu sais, ça a été pour moi un grand défi, là, juste pour votre intérêt personnel, j'ai été, moi, attachée de presse de Martine Ouellette au Bloc québécois. Il y a eu 2 crises, back-à-back. Puis finalement, ça a fait en sorte que plusieurs des personnes avec qui je faisais de la politique ont été mis à porte et je me suis retrouvée complètement toute seule avec des gens qui ne voulaient pas vraiment travailler avec moi. Ça a été extrêmement difficile, mais je pense que c'est des événements comme ça qui ont fait en sorte que si j'ai eu la force de me lancer en affaires, en tout cas, ça y a largement contribué, là. Ouais. Merci. À toi, Candice. Moi, je vais appeler ça, je crois que je vais mettre ça sur un chapeau qui va s'appeler « Faire sa place ». Je partagerai peut-être 2 exemples. Le premier, général, en fait,
Je crois que quand on veut grandir professionnellement, souvent, ben, on cherche un modèle, on cherche des modèles de qui on veut s'inspirer. Et pour moi, ça a été vraiment difficile de trouver un modèle femme de qui, tu sais, au niveau leadership, de qui je pouvais vraiment apprendre et grandir et m'inspirer. Femme de couleur encore moins, c'est presque inexistant à Montréal. En RH. Alors, c'était pas nécessairement évident. J'ai été quand même bien entourée. J'ai eu accès à ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde des affaires des alliés. Donc, que ce soit des hommes gestionnaires, des hommes cadres qui m'ont mentoré et tout. Mais, puis éventuellement, j'ai rencontré des femmes, mais c'était souvent des femmes qui étaient à l'extérieur du Québec, avec qui j'avais du mentorat virtuel. Donc, quand tu veux grandir, quand tu veux être mentoré, quand tu as besoin de soutien et que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à te donner des bons conseils, puis t'aider à ouvrir des portes, puis t'en as pas, c'est pas nécessairement facile de faire sa place. Rapidement, le deuxième exemple que je donnerais, lorsque je travaillais chez Coca-Cola, on m'a offert un mandat de directeur RH à Toronto que j'ai accepté. Alors, je suis partie, j'avais une maison, j'ai tout vendu, on m'a fait une fête, on appelle ça un party de départ. Moi, je partais, là, j'ai vraiment tout vendu, puis je partais avec toutes les bonnes intentions. Mon mandat s'est très bien passé, mais encore là, c'était de faire sa place. J'étais membre de l'équipe de direction, la plus jeune, la plus jeune, une femme de couleur, pas nécessairement évident. J'étais le bras droit du président, donc une personne qui fait partie des milléniaux versus un président qui est peut-être un boomer, si tu veux. Donc, les classes d'idées, classes générationnelles, classes de tout ce que vous voulez. Donc, c'était pas nécessairement facile au début. On me traitait un petit peu comme le petit kid qui arrive puis qui sait pas grand-chose. Mais j'ai réussi à faire ma place. Je me suis trouvé des alliés, je me suis trouvé des personnes qui voulaient bien m'aider. Mais ça n'a pas nécessairement été évident. Pour ceux qui cherchent la fin de l'histoire, en fait, je suis revenue pour des raisons familiales. Ça se passait bien, j'avais encore le choix de rester là. Mais je suis une petite Montréalaise. Je suis une petite Montréalaise. Puis aussi, c'est ça, à ce moment-là, mon père allait pas super bien. Puis, des fois, tu te sens coupable quand tu veux être là pour ta famille, mais t'es pas là. Pour être là, ça te prend 6 heures d'auto ou 1 heure d'avion. Fait éventuellement, j'ai décidé de revenir. J'avais la possibilité de revenir à un poste de directeur RH à Montréal. Donc, voilà. Fait tout ça pour dire que faire sa place, des fois, en affaires, quand on est une femme et une femme de couleur, c'est pas toujours évident. Mais je vais faire un petit peu de millage sur ce que tu viens de dire relativement à tes mentors. C'est qui la personne, mettons, qui t'a le plus marqué, qui a été la plus importante pour toi dans ta carrière? Je dirais que, en fait, j'en ai deux. Le principal, je dirais, c'était mon dernier patron chez Coca-Cola. C'était le vice-président des opérations de la région de l'Est. L'Est étant Montréal, Québec, Ottawa et les Maritimes. Un homme extraordinaire. Pourtant, c'est un boomer, mais qui était quand même ouvert aux nouvelles idées. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est que il te donnait le droit d'apprendre. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour lui, j'étais sa chef RH. Si je prenais une décision, puis j'allais discuter avec lui, puis il disait, je pense qu'on devrait faire ça. Fait qu'il dit, OK, c'est quoi ton point de vue, c'est quoi les pour, les contre, les risques, je lui partage. Je dis, OK, go. Je dis, tu trouves pas ça, trop avant-gardiste ou trop risqué? Il dit, Candice, c'est ta décision. On va aller de l'avant avec ta décision. Puis si jamais ça fonctionne pas ou si jamais on trébuche, on va apprendre. C'est tout. Puis, allons-y. Fait qu'il me donnait vraiment le droit et l'espace
pour faire des erreurs, pour apprendre, pour grandir. Puis si jamais il y a quelque chose qui arrivait qui fonctionnait pas du tout, ben c'était pas Candice, tu sais, t'as échappé des balles. C'était vraiment, ben comment on peut apprendre de ça? Puis on s'assoyait, on avait une conversation. Fait que j'ai vraiment adoré mon expérience. J'étais extrêmement triste de partir. J'avais une belle opportunité. Puis même ça, ça a été une conversation vraiment géniale parce que je quittais, puis je me sentais déchirée. Mais lui, il était comme, Candice, je suis vraiment contente pour toi. Je suis super triste que tu partes, mais je suis pas fou. C'était une personne exceptionnelle, tu travailles bien. Je suis pas toute seule qui voit que tu travailles bien. C'était clair qu'à un moment donné, on allait venir on allait venir voler ma terrasse. Je m'attendais à ce que ça arrive. Donc, je m'attendais en fait que ça arrive plus tôt. Alors, voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Puis je termine en disant, je vais y aller principalement avec lui, mais je termine en disant que j'ai commencé avec lui, donc c'est lui qui m'a embauché. C'est lui qui m'a ouvert les postes pour l'opportunité à Toronto et c'est lui qui m'a ramené à Montréal. Donc, on voit que quand quelqu'un croit vraiment en toi, ça fait vraiment toute la différence. Puis la personne, elle va être avec toi jusqu'au bout. Donc, c'est un leader qui m'a suivi pendant 5 ans. Avec mes va-et-vient, Montréal, Toronto, peu importe. Donc, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait vraiment une grande différence dans ma carrière. Wow, très bon patron, hein? C'est pas tout le monde qui a des belles qualités comme ça. Tout à fait. J'en ai des bons, des moins bons, mais celui-là, c'est un bon. Anna, toi, c'est qui la personne qui a été la plus marquante pour toi dans ta carrière? Monsieur Nelson Gauthier, vice-président, il est complètement malade mental. Je l'adore. Écoute, je suis allée à Terre-Neuve, je suis allée au Nunavik, j'ai habité dans des campements. Quand c'est lui qui m'avait nommée chef estimatrice pour le projet là, de 3 milliards, je me rappelle encore quand il me l'a dit, j'ai dit, voyons, Nelson, je serais jamais capable de faire ça. C'était mon goal. Puis il me dit, oui, Anna, t'es capable. Puis, tu sais, cheerleader au bout. Puis, tu sais, pour lui, c'était évident que j'allais être capable. Donc, c'est sûr que lui, depuis les 8 dernières années, c'est mon top. Je veux juste dire, lui, il a 45 ans. Sa femme était ingénieure. Fait que c'est sûr que lui, sa mentalité n'est pas pareille comme les plus vieux. Là. Il y a vraiment eu un changement générationnel. Lui, il ne voyait pas la différence. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Je pense que c'est lui qui m'a le plus marqué. Puis, avoir un patron ou un mentor qui est bienveillant, c'est super important. J'ai vu des gens qui ont travaillé fort, aussi fort que moi, qui n'ont pas eu de promotion ou qui n'ont pas eu des opportunités. Moi, j'ai eu la chance, puis c'est sûr, j'ai travaillé fort, là, je ne veux pas me l'enlever, j'ai travaillé très fort, mais il y a eu aussi le fait que, justement, des patrons qui ont été bienveillants, qui m'ont promu. Puis je sais que c'est grâce à lui que j'ai gagné plusieurs concours. Parce que même moi, je ne m'inscrivais pas. C'est lui qui m'inscrivait. Il me disait, Anna, tu fais du bénévolat avec 25 associations, puis tu es impliquée dans telle affaire, tu es bonne, let's go, vas-y. Puis même moi, quand je ne me croyais pas en moi, c'est lui qui me disait go, go. Fait que ça, c'est super important. Puis c'est pour ça que je dirais qu'avoir un patron bienveillant, c'est le plus important, peu importe la job qu'on fait, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Camille, as-tu quelqu'un comme ça dans ta carrière, toi? Ouais, moi, étrangement, ça a été un auteur, un sociologue qui m'a donné une pile de livres à lire. J'ai dit non, moi, je lis pas, je suis pas bonne, c'est même pas vrai, tu sais, je viens d'une famille de littéraires, mais je dis, je suis pas assez intelligente pour lire ça, tu sais, je suis couturière. Puis il m'a donné la pile de livres, il a dit, ah, tu pars avec ça. Je les ai lus, puis ça a changé ma vie complètement. Là. Toutes sortes d'affaires, là, un peu hasardeux. Je suis partie là-dedans, puis tu sais, j'avais une job de couturière. Justement, à ce moment-là, je travaillais pour l'entreprise Biarade, qui est malheureusement bien connue. Et c'est suite à ça qu'on a fait les mobilisations pour améliorer nos conditions de travail. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes collègues couturières. Donc, ça a vraiment changé le cours de l'histoire. Et tu sais, sinon, nos amis aussi, ils sont très présents. Moi, j'ai des amis qui sont aussi très impliqués dans toutes sortes de choses. Puis, un de mes meilleurs amis est conseiller du ministre de la Santé, puis il n'arrêtait pas de me pousser. Go, ouvre ta coop, ouvre ta coop, ouvre ta coop.
Puis je le faisais jamais, tu sais. Puis quand je l'ai ouvert, là, il m'appelait à tous les jours parce qu'il était aussi excité que moi, tu sais. Puis il me disait, ah, t'as trouvé le local, fais-moi visiter en Zoom, ben, en Messenger. Fait que, tu sais, avoir des bons cheerleaders aussi, pour moi, ça a été vraiment comme. Tu sais, je pense que quand Candice et Anna parlent de leur patron, c'est aussi ça, ou un peu, c'est comme nos cheerleaders, tu sais, puis ça fait du bien. On veut pas le dire que des fois, on croit pas en nous, puis on veut pas le dire que des fois, on a besoin d'encouragement, mais sérieux, ça fait du bien, tu sais. Puis moi, mes amis sont aussi des professionnels accomplis, là, fait qu'on partage beaucoup notre quotidien. Puis dans ce cas-là, j'ai eu ce gars-là avec qui j'ai pu vivre la COVID aussi, parce que lui, il a vécu collé comme ça, tu sais, comme moi. Lui, encore plus que moi. Fait que, tu sais, ces deux personnes-là ont été vraiment, en fait, mes amis, puis cet auteur-là ne le sait probablement pas. D'ailleurs, j'essaie de dire, mais il s'en fout. Puis, puis il est dans la forêt. Puis, fait que, tu sais, je pense de m'être fait dire, puis si j'avais à résumer ce que mes deux collègues ont dit, c'est de se faire dire qu'on était intelligent. Ça a comme... à un moment donné, ça finit par rentrer. Tu sais, t'es bonne, là. T'as le droit de le dire aussi. Tu sais, c'est bien correct. C'est pas... des fois, comme fille, on est un petit peu gêné. On n'a pas de se vanter. Parce que c'est vrai, quand une fille dit, ben moi, je pense que je suis bonne dans telle affaire, ça a l'air un petit peu prétentieux, tu sais. Fait que, eux autres, au moins, ces messieurs-là, ils n'ont pas la même gêne par rapport à ça, tu sais. Dis-le que t'es bonne, dis-le que t'es la meilleure là-dedans. C'est un peu ça que ça m'a amené, cette personne-là. Je vais rester avec toi, Camille. C'est quoi le succès en affaires dont tu es la plus fière? Est-ce que c'est la coop? Est-ce que c'est la politique? C'est quoi la coop. C'est la coop? Oui, 100%. Tu sais, c'est... je pensais que, oui, tu sais, il y a les chiffres, puis tout ça, toutes ces affaires-là, c'est le fun, tu sais, monter un nouvel atelier, OK, tu sais. Mais honnêtement, le plus beau des succès, c'est tout, tu sais, tous les vendredis, à un moment donné, je me suis rendu compte que les filles s'organisaient des lunchs, genre des lunchs pas très COVID-proof, mais ils me le disaient pas parce qu'ils voulaient se faire un dîner. Puis, ça amenait une petite caisse de bière pour partager une bière sur l'heure du midi. Puis, à un moment donné, je m'en suis rendu compte parce que souvent, tu sais, je bouge beaucoup. C'est rare les vendredis que je mange avec l'équipe. Puis, à un moment donné, je m'en suis rendu compte. Puis, ils font ça tous les vendredis. Là, on a mis des plexiglas, là. Mais on dirait que ça a été vraiment le plus beau moment de fierté, tu sais, de voir les employés vraiment embrasser l'entreprise là, comme la sienne, comme la leur. Tu sais, c'est toute la sensibilité de la population envers ce qu'on fait. Les voisins qui s'arrêtaient pour dire Hey, vous êtes couturière! Je dis oui. Ça, c'est vraiment, ça vaut plus que tout pour moi, là. Beaucoup plus que, oui, les résultats financiers qu'on fait, mais au bout du compte, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs dans la vie qui deviennent entrepreneurs, qui décident de faire cette vie-là franchement difficile pour l'argent, parce que tu ne vois pas vite arriver l'argent dans ton compte en banque personnel, là. C'est tout s'en va dans les zones de dépenses en premier. Là. Ça peut prendre des années pour certains. Nous, on a eu un coup de luck, mais pas tant. Là, mais je veux dire, on était là à la bonne place au bon moment, puis on a livré la marchandise. Mais pas avoir eu ce contexte-là, avant la COVID, je faisais gros max 1000 $ par mois, là, moi personnellement. Vivais de pain et d'eau fraîche. Là. Fait que, tu sais, puis c'est la réalité de plusieurs entrepreneurs. Fait que quand on fait ça, c'est parce qu'il faut être franchement passionné puis avoir un but haut dans la vie, tu sais. Puis l'autre, je pense, accomplissement dont je suis le plus fière, c'est que effectivement, la personne qui a été l'instigatrice pour lancer la coop Couturière Pop, là, qui est l'entreprise bigarade auprès de qui j'ai eu beaucoup de problèmes de conditions de travail, ben, il y a eu un retour du balancier où ses employés nous ont approchés comme coopérative pour qu'on les aide. Et ça, tu sais, on avait fondé la coop un peu pour arrêter de rester dans le négatif, pour se dire, ben nous, on va juste être autonome avec nos conditions de travail. On va arrêter de, tu sais, ramener des mauvais souvenirs, tout ça. Fait qu'on faisait nos trucs à nous. Mais quand les employés sont venus nous voir, on s'est dit, ah, c'est pour ça qu'on a fait la coop, en fait. Fait que c'est une découverte constante, là. Mais c'est sûr que oui, c'est une grande fierté. Est-ce que j'ai aimé mon passage en politique? Oui, mais les partis, c'est peut-être pas pour moi. Tu sais, j'étais assez. Ben, je suis moins pire qu'avant, là, mais à l'époque, j'avais beaucoup de. Moi, je voulais que ça se fasse maintenant, tout de suite. Puis c'est ça mon idée, puis j'ai pas de problème à le défendre. Contre vents et marées, mais la politique, ça fonctionne vraiment pas comme ça. Comme entrepreneur, ça se fait. Tu sais, tu peux te lever le matin puis le faire le soir. Là. Fait que, tu sais, mais c'était des apprentissages exceptionnels, puis j'invite tout le monde à en faire, que ce soit dans les partis politiques ou dans les
l'implication personnelle, là, citoyenne, c'est immensément politique aussi. C'est des beaux apprentissages aussi en termes de relations sociales. Là. C'est vrai. Merci. Candice, toi, ton plus grand succès en affaires? Je pense que je reviendrai à mon mandat à Toronto parce que c'était mon premier rôle de cadre dans l'équipe de direction, parce que pour toutes les raisons que j'ai expliquées un petit peu plus tôt, toutes les barrières avec lesquelles je commençais. Puis j'arrivais un petit peu avec, j'héritais un petit peu d'un bateau qui coulait. Alors, notre siège social à Toronto n'allait pas bien, les employés étaient désengagés, il y avait du roulement, il y avait plein de problèmes au niveau de l'expérience employée, la paye, les avantages. Bref, j'arrivais vraiment avec un bateau qui coulait. On ne me l'avait pas présenté comme ça. Quand j'ai fait l'entrevue, on ne me l'avait pas présenté comme ça. Et le président était nouveau aussi, ça faisait à peine quelques mois. Alors, pour moi, c'était un grand succès parce que, comme j'ai dit, j'étais la plus jeune, j'étais celle qu'on sous-estimait. J'aurais tendance à dire que dans ma carrière, souvent, j'arrive puis je suis comme considérée un petit peu comme ce que j'appelle un underdog. Je suis souvent celle qui est sous-estimée. On sait pas trop de quoi elle est capable. Puis souvent, ben, il faut que je fasse mes preuves, il faut que je montre ce que je peux faire. Puis quand j'ai quitté le bateau, je dirais que le bateau était stable. On est passé d'un bateau qui coulait à un bateau qui était stable. J'ai beaucoup travaillé pour faire en sorte que justement plusieurs des problèmes au niveau de l'engagement des employés puissent aller mieux. Souvent, c'est ce qui va arriver quand une entreprise gère de nos pays comme les États-Unis, puis que les États-Unis vont souvent penser qu'on est comme je sais pas moi, un État additionnel des États-Unis. Fait qu'ils vont gérer un petit peu à l'américaine, mais souvent, ça marche pas pour le Canada, puis ça marche pas pour le Québec non plus. Donc, moi, j'ai dû reprendre un petit peu les rênes pour rappeler à nos collègues du siège social américain que il y a des différences, puis laissez-moi vous les expliquer. Il y avait même des différences légales au niveau de la façon dont on applique la paye, etc. Donc, ils n'étaient pas au courant. Fait que j'ai dû travailler très fort pour restabiliser le bateau. Puis quand j'ai quitté, les gens étaient très tristes. Fait qu'ils ont passé de le petit kid qui arrive, puis on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'elle va faire à ah ben non, pourquoi tu pars, reste avec nous, ça va bien là, enfin on a du service, enfin les employés apprécient, donc on veut pas que tu partes. Fait que pour moi c'était une belle réussite. Sachant de où je partais et le peu de support que j'avais à ce moment-là. Donc, voilà. Merci, Candice. Toi, Anna, est-ce que c'est ton beau contrat, ton plus grand succès? En fait, non. Je pense que le plus gros pour moi qui a eu le plus d'impact, c'est quand j'ai gagné ingénieur de l'année pour la soumission du REM, où j'ai développé un paquet d'outils. Puis, je pense que ça a été la vraie consécration, parce que je me suis dit, Caroline, je mérite pas ça, tu sais. Puis, pour moi, quand on m'a nommé, quand je suis allée sur stage, c'était comme, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai été un peu surprise, j'en revenais pas. Puis, ça a été vraiment comme de me dire, regarde, Anna, tu sais, t'es compétente, t'es bonne, bravo. Puis tout d'un coup, c'est wow. Puis je pense que ça a assis pas ma réputation, mais mes compétences devant les autres aussi. Ça a été très gros pour moi personnellement. Kiwit fonctionne un peu, c'est pas une coop, là, mais elle est 100% employee owned. Donc, 100% des actions de Kiwit appartient aux employés. C'est pas tous les employés qui peuvent devenir actionnaires. Puis, comme de fait, avec le gagné ingénieur de l'année, j'ai eu le droit d'être actionnaire de la compagnie, ce qui est aussi très gros en soi. Puis ça aussi, ça donne le sentiment d'appartenance. Puis on devient des intrapreneurs à l'intérieur de l'entreprise parce que c'est à nous autres. Fait que là, tout le monde travaille beaucoup
d'une autre manière parce que c'est à nous. Puis, je me suis toujours dit, si un jour je me relance en affaires, j'utiliserais ce modèle-là un peu où est-ce que tous les employés se sentent vraiment l'appartenance à l'entreprise. On n'est pas juste des salariés. Mais c'est ça, cette année-là, tout a comme un peu débouché pour moi. Puis disons que mon père était très, très fier de sa fille. Ben, il y a de quoi. Félicitations d'ailleurs, là, c'est quand Merci. même un très gros prix. Ben, je vais faire encore du mélange sur ce que tu viens de dire. C'est quoi la ou les qualités que tu détiens, mettons, puis qui t'ont le plus servi sur le marché du travail pour être où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui? Je veux pas rentrer dans le cliché, mais c'est vrai, là, j'ai travaillé très fort. Tu sais, je veux dire, j'ai travaillé des heures pas possibles, des soirées, des week-ends. Ça a été le numéro un. Ensuite, je vous dirais que c'est les capacités relationnelles. Dans le sens où est-ce que j'étais capable de concilier dans des grosses estimés, quand on est des grandes équipes, il faut être capable vraiment de jongler avec toutes sortes de personnalités, toutes sortes de personnes. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé. C'est sûr aussi, ça aide quand tu es un peu, quand tu n'es pas trop introverti. OK, quand tu es un peu extraverti, où est-ce que tu fais bouger de l'air un peu, fait que les gens te remarquent. Donc ça, puis ça, c'est peu importe qu'on soit une fille ou un homme, là, ça ne change rien. Mais peu importe après ça, quand on dit, bon, c'est quoi mes capacités, j'ai travaillé extrêmement fort, j'ai des bonnes capacités relationnelles, puis j'ai su bien m'entourer. C'est important, ça aussi, hein? Anna, là, les relations, les capacités relationnelles, je pense que c'est un élément extrêmement important, souvent sous-estimé. Quand on met tout à la compétence, souvent dans des équipes, en fait, Candice, je suis curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. Là. On peut avoir de ce que je constate, si on a une personne qui est extrêmement compétente, mais qui manque de capacité relationnelle, ça peut devenir aussi un élément toxique dans une équipe. Tu sais. Oui. Parce qu'elle sait qu'elle est intelligente, ouais, il ou elle, mais elle n'est pas capable de l'appliquer puis d'amener l'équipe à suivre ses idées puis devient rapidement frustrée. Tu sais. Fait que c'est vrai, tu peux bien être compétent ou compétente. Si tu n'as pas la capacité d'amener le monde avec toi dans tes idées, ben c'est bien difficile d'aller de l'avant. Tu sais. Moi, pour vrai, je fais la même, j'aurais dit exactement la même chose. Travailler comme un malade, puis réseauter comme un malade. Les deux en même temps. Honnêtement, ça fait la job bien réfléchir aussi. Personnellement, j'ai continué à lire beaucoup, puis des choses non reliées à mon métier, là, vraiment n'importe quoi qui fait me tomber sur la main, là, maintenir une curiosité immense pour le monde qui m'entourait. Ça m'a permis de aussi faire des bonnes analyses. Par exemple, dans le cas de la COVID, là, ça m'a permis d'anticiper certaines décisions qui pouvaient être prises et donc de me préparer d'avance là, au niveau de l'entreprise. Candice? Moi, en fait, je vais répondre à la question. Tu as totalement raison. Très souvent, ce qu'on va avoir en ressources humaines, c'est beaucoup des gestionnaires qui vont être des excellents professionnels techniques. Puis quand je dis technique, c'est selon leur domaine. Donc, exemple, si c'est une personne qui est un avocat de formation, ça va être un excellent avocat, il sait très bien ce qu'il fait et tout. Mais quand c'est le temps de gérer des personnes, motiver des personnes, créer un climat de travail sain qui va motiver les employés, des fois, il y a un disconnect. Fait que ça arrive souvent pour répondre à ta question, Camille. Je suis totalement d'accord avec ce qu'Anna et Camille ont dit. Travailler très fort, absolument. Sachant qu'on est dans une discussion reliée un petit peu à la journée de la femme, j'aimerais dire que oui, travailler fort, mais je trouve ça un peu dommage de travailler fort dans le sens où on sait que souvent les femmes, des fois, on va avoir à travailler 2 fois plus fort pour avoir le même résultat. On le sait, ça existe, les chiffres le montrent. Puis je trouve ça un petit peu dommage que malheureusement, probablement que nous trois, on a probablement dû mettre beaucoup plus de bouchées pour arriver au résultat de nos confrères hommes. Puis moi, si je personnalisais la question, je dirais beaucoup, j'ajouterais ce que je vais appeler le sens politique. Sens politique, pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un milieu de travail ou quand
c'est quand tu es un entrepreneur, tu dois, puis que tu gravis les échelons, tu dois comprendre ce que je vais appeler le terrain de jeu. Il faut que tu comprennes rapidement qui vont être tes alliés, qui ne le seront pas, comment tu peux influencer de l'intérieur, comment tu peux faire avancer certaines de tes décisions. Puis moi, ça a été une qualité que, en fait, c'est quelque chose, j'ai passé de quelque chose que je n'aimais pas, parce que ma valeur première, c'est l'authenticité dans la vie. Donc, pour moi, tu sais, des fois, faire du small talk ou faire, tu sais, avoir des conversations juste pour avoir des conversations pour essayer d'influencer certaines choses, c'était pas nécessairement mon dada, mais encore une fois, avec le mentorat et avoir été entourée de super mentors, j'ai compris que c'était nécessaire dans ta carrière, si tu veux avancer. Il faut que tu sois capable de comprendre le jeu politique qui se passe, parce que des fois, tu essaies de faire avancer certaines décisions, puis il y a des choses qui bloquent, mais tu comprends pas pourquoi ça bloque. Puis éventuellement, quand tu creuses, tu comprends que un tel est ami avec un tel. Puis si tu convaincs pas un tel, ben il y a des chances que ton projet il passe pas. Fait qu'il va falloir que il va falloir que tu travailles en coulisses pour faire avancer certaines choses. Donc, pour moi, le sens politique et de comprendre ton terrain de jeu, pour moi, ça a été vraiment clé dans ma carrière jusqu'à présent. Oui, je suis 100% d'accord avec Candice. Puis ça, on le voit souvent là, dans des grosses entreprises, là, des grosses corporations, puis des gros projets. Vraiment, ça aide. Les gens qui ont le sens politique vont avoir plus de facilité à avancer. Moi, je le travaille encore, ça avance pas trop de mon côté, mais en effet. Oui, il faut user de stratégie, hein. C'est sens politique stratégique. C'est quoi la chose la plus audacieuse, en fait, la plus wild là, que vous ayez fait dans votre carrière? Je pense que bon, je vais donner cet exemple-là, en fait. Quand j'étais à Toronto et que je travaillais avec le président canadien, comme je l'ai dit, ça allait pas super bien à un certain moment donné. Et je me rappelle, un soir, mon bureau était vraiment juste à côté du sien, ce qui amenait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Mais mon bureau était juste à côté du sien. Puis un soir, j'imagine qu'il n'avait pas eu une très bonne journée, alors il vient à mon bureau. On avait des bureaux vitrés, fait que dès qu'il arrive, je sais qu'il faut que j'arrête tout puis que je l'invite à mon bureau, fait qu'il passe à mon bureau. Puis là, il s'assoit, son ton et son visage, son non verbal est comme un petit peu particulier. Fait que je lui demande bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il me dit, écoute, j'ai une question à te poser, puis j'aimerais vraiment ça que tu sois honnête avec moi. Fait qu'il me dit, je trouve qu'on a de la misère en ce moment au niveau de l'équipe de direction. Puis j'ai de la misère à faire passer mes messages. Puis je me demande, est-ce que c'est l'équipe ou est-ce que c'est moi? Alors, je vous rappelle, le petit kid qui arrive, qui n'a pas beaucoup de crédibilité, etc. Puis là, il me pose une question directe comme ça, puis il me dit, j'aimerais avoir, je veux ta réponse honnête. Puis la réponse honnête, c'était que c'était vraiment lui. Alors, j'étais pas préparée pour cette question-là. Et je lui ai dit, écoute, je veux répondre à ta question honnêtement, mais tu me prends à chaud comme ça. J'aimerais te donner une réponse réfléchie. J'aimerais ça qu'on s'en reparle demain. Puis là, sur le coup, tu vois qu'il est complètement déstabilisé parce que lui, il voulait une réponse. Lui, il était quand même parfois émotif et qu'il voulait une réponse là. Et là, je lui donnais pas. Puis je dis, ben, j'aimerais ça qu'on s'en reparle demain matin. Si tu veux, je vais venir plus tôt, on prendra le café ensemble. J'aimerais ça te donner une réponse réfléchie. Il était très fâché. Il était très fâché. Il est parti fâché. Je me rappelle même moi, je suis partie un petit peu angoissée parce que c'était comme, ouais, c'est probablement pas ça qu'il s'attendait. Puis en plus, en ce moment, je suis dans un momentum où je dois bâtir ma confiance avec lui. Fait qu'il est probablement parti frustré.
Mais en même temps, ça a payé parce que le lendemain, j'ai pu lui apporter une réponse réfléchie. Qui avec voulait des arguments. exactement, qui disait, c'est vrai que ça va pas bien, voici pourquoi je pense que ça va pas bien, mais voici ce que je pense que tu pourrais faire pour faire passer tes messages, puis voici qui, je pense, autour de la table sont tes alliés qui vont t'aider à faire passer tes messages, puis voici les personnes que je pense que qui te jouent un petit peu dans les pattes. Des fois, des fois, tu vas passer un message, mais après, sache que quand tu quittes, il y a des jeux de coulisses qui se passent, puis voici où est-ce que je pense que tu dois aller influencer. Puis il m'en a remercié grandement, puis après, ben, c'est ce qui a bâti la relation de confiance. Après, c'est de le voir, revenir me voir pour me demander des conseils. Tel meeting, comment tu trouves que ça a été, etc. Puis comment tu penses que le prochain meeting, que je devrais l'amener? Voici telle décision difficile que j'ai à apporter. J'aimerais ça ton feedback sur comment l'amener parce que ça va être difficile. Fait que j'ai vu que après ça, j'étais plus sollicitée comme ce que je vais appeler un sounding board, tu sais, comme quelqu'un. Fait que là, j'ai vraiment senti qu'on avait un momentum puis qu'on bâtissait de la confiance. Mais comme ta question était, quelle est la chose la plus audacieuse? Quand il a quitté mon bureau, quand j'ai dit, ben, reviens demain, j'avais vraiment mal au ventre. J'avais vraiment mal au ventre. C'était comme, ben, j'ai dit non au président, puis je l'ai envoyé dormir. C'était pas super génial comme feeling, mais ça a valu la peine. Wow. Anna, Camille, vous? Moi, je vais passer mon tour. J'aime l'exemple de Candice. Pour rester là-dessus, peut-être Camille en a un autre. Je sais pas, des fois, je manque un peu d'inhibition, puis je me ramasse tout le temps dans des situations qui n'ont pas de bon sens, parce que je sais pas que ça se fait pas, tu sais. Puis des fois, ça donne des belles histoires, tu sais. J'en ai une récente, j'en ai une plus vieille, là. Récemment, l'été passé, tu sais, toute fraîche dans l'industrie textile, je sais pas qui est qui, tu sais, vraiment, puis je savais que telle entreprise, Peerless, pour pas les nommer, Peerless, là, c'est les gros morceaux de l'industrie, ils ont genre 4500 employés, là. Un immense shop à Saint-Jean. C'est l'entreprise qui faisait le plus de jaquettes au Québec. Puis moi, j'en voulais des jaquettes, mais ça débloquait pas. Puis avec ses employés, je parlais, j'avais pas de retour, tu sais. Puis avec la directrice de production, puis ça donnait que j'ai trouvé le numéro de téléphone du boss, mais tu sais, sans savoir. Fait que j'ai juste appelé, j'ai dit, là, votre directrice de production, c'est vraiment long, là. Je veux des jaquettes maintenant. J'ai dit, bon, je t'arrange ça. Puis finalement, j'ai eu un appel vraiment rapidement après, mais tu sais, sans trop comprendre ce que je venais de faire. Puis ça donne que j'ai une de mes amies de l'école qui est chez, pas Peerless, excuse-moi, voyons, Logistique. Elle est chez Logistique. Puis j'ai dit, ah oui, c'est vrai, tu sais, il m'est arrivé ça, c'était passé. Elle fait, quoi? T'as fait ça? Puis elle capotait. Fait que des fois, juste comme un peu par accident, il m'arrivait ce genre de situation-là. Sinon, comment toute ma vie un peu professionnelle s'est lancée, c'est que quand j'étais plus jeune, il y avait un enjeu qui me tenait beaucoup à cœur. Ça ne débloquait pas, même chose. Donc, j'ai fait une pétition avec d'autres jeunes sur cet enjeu particulier-là, puis on l'a lancé dans les médias et ça a fait très grand bruit. Et le chef du parti pour lequel j'étais à ce moment-là a dû en répondre en conférence de presse. Évidemment, tout le monde m'a détesté pendant des années suite à ça. Mais non, pas tant que ça quand même. Mais tu sais, en fait, j'ai été remarquée grâce à ça. C'est suite à ça que je suis devenue attachée de presse, là. Fait que souvent des coups de tête un peu qui ont ouvert des opportunités, là, simplement parce que je ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire. Maintenant, évidemment, j'ai vieilli. Donc, je suis un peu plus tranquille là, quand même. Là, La sagesse. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis encore jeune, fait que ça devrait continuer, là. Mais quand même, la fougue de mes 19-20 ans a été fort utile, là. Merci. Les prochaines questions sont un petit peu plus visées, là, la réalité des femmes en affaires. Puis, tu sais, Candice, tantôt, quand tu mentionnais que c'est dommage que les femmes, en fait, la plupart ou certaines ont besoin de travailler là, plus pour en arriver où est-ce qu'elles en sont comparativement à un homme de la même situation. À part ça, selon vous, puis là, au pire, on commence ça par Candice parce que tu avais déjà abordé le sujet, là, c'est quoi
les différences majeures là, qui existent entre être un homme et être une femme dans le milieu des affaires? Ben, je pense que comme je l'ai mentionné, bon, on sait qu'il y a certaines réalités plus difficiles, travailler plus fort pour avoir les mêmes résultats. On le voit quand on regarde, si on fait juste regarder au Québec, les conseils d'administration, la proportion des femmes n'est pas encore au niveau paritaire. Je pense que la Chambre de commerce de l'Est est probablement un des rares où on a une bonne proportion hommes-femmes. Si on regarde au niveau des postes de direction dans le Québec Inc., très peu de femmes sont à la haute direction. Moi, je te dirais que fondamentalement, au niveau des différences ou peut-être plus des barrières, si je peux les appeler comme ça, c'est beaucoup les biais ou les préjugés inconscients. Hein? Il y a encore, je sais qu'on est en 2021, puis on est en ce moment avec un groupe de jeunes leaders, puis probablement comme jeune leader, vous allez vous dire, ben encore, on a encore ces conversations-là en 2021, tu sais, je comprends pas, mais reste que c'est encore présent des préjugés inconscients, que ce soit, une femme vient d'avoir des enfants, ben là, elle vient d'avoir un enfant, ben ouais, ben elle sera peut-être pas prête pour prendre ce poste-là parce qu'elle vient d'avoir un bébé. On assume que cette personne-là ne sera pas prête parce qu'elle vient d'avoir un bébé, alors que ça n'a rien à voir. On va assumer, ou des fois, c'est juste des biais d'affinité quand il y a ces postes-là qui sont à combler. Ben souvent, malheureusement, les personnes qui sont en place vont avoir tendance à aller vers des gens qui les ressemblent. Donc, c'est beaucoup, malheureusement, ces réalités-là qui se passent. Donc, si on ne fait pas sa marque, si on n'a pas de mentor qui vient et nous aider à avoir une voix à la table, c'est vraiment difficile de... c'est malheureusement vraiment difficile, puis c'est des réalités que les hommes ne vivent pas. La dernière chose que je vais apporter, c'est des fois, ça a l'air anodin, mais des fois, quand on parle de biais aussi, des fois, c'est au niveau du langage. Je donne un exemple. Très souvent, on va parler d'un homme lorsque je suis assise à des tables où on parle de plan de relève, etc. Souvent, on va parler d'un homme, puis on va dire Raphaël, tu sais, Raphaël, il est confiant, Raphaël il sait où il s'en va, c'est un go-getter, etc. Puis la femme qui va démontrer les mêmes comportements, souvent on va dire, ben des fois elle pousse trop, ou elle est un petit peu agressive, ou tu sais, elle est un petit peu, tu sais, des fois elle va être un petit peu abrasive, ou des fois elle est trop émotive. Alors que l'homme, s'il met son point sur la table puis il passe un point, c'est un passionné. Mais c'est le même comportement, mais pour une raison qu'on ignore, qui est les biais, les préjugés inconscients. Mais très souvent, ben c'est ça. Les qualificatifs qu'on va utiliser sont pas les mêmes, mais c'est les mêmes comportements. Fait que, oui, ça existe encore en 2021, puis on a encore ces conversations-là, mais c'est quand tu parles de différence, ben c'est ça. Fait que tant qu'on continue à nourrir ces préjugés-là, ben il y a des opportunités que malheureusement, comme femme, qu'on va passer à côté parce qu'il y a encore ces préjugés qui existent. Anna, toi, dans un monde d'hommes, tu sais, l'ingénierie, ça reste quand même un monde d'hommes un petit peu, ouais, c'est ça. Est-ce que... Ben écoute, moi, c'est encore pire que de l'ingénierie, c'est en construction. Hein. Fait que c'est pire, là, on n'est pas dans un bureau de design, c'est vraiment la construction. Je suis d'accord avec ce que Candice dit. Nous, notre réalité est un peu différente dans le sens où est-ce qu'on est tellement peu nombreuses. Je veux dire, on est loin de parler de parité ou de même vouloir ambitionner pour parler de ça. Je veux dire, si tu regardes juste les femmes sur un chantier, des femmes de métier, le pourcentage, c'est environ 2,5 %. Là. C'est ça, c'est 2,5, c'est les femmes de métier dehors sur un chantier. Fait qu'on est très, très loin là, de vouloir parler
de parité ou même dans des conseils ou dans l'administration. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas voulu joindre l'industrie de la construction pendant très longtemps à cause des préjugés, à cause, écoute, on le sait, là, la vieille mentalité de la construction du temps, ben, ça change, hein, les choses changent. Fait que là, veut pas, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans le pool, et il n'y en a pas beaucoup qui ont de l'expérience. Fait que là, comment tu veux promouvoir quelqu'un qui déjà vient de sortir de l'école, là? Tu sais, à la fin, c'est avec ça qu'on est. Nous autres, on veut promouvoir des femmes, puis moi, je suis la première advocate, puis je me bats quasiment à chaque jour pour ça, pas juste pour moi, même pour mes collègues. Mais à un moment donné, il y a des limites pour nous qu'on doit savoir où est-ce qu'on s'arrête. Il ne faut pas être fou non plus. Fait que c'est sûr que notre réalité est différente. Je suis d'accord avec Candice sur beaucoup de choses, même pour les préjugés inconscients. L'autre chose aussi, tu sais, on parle par exemple, Candice, elle l'a bien mentionné, si la fille, elle a un peu un peu plus d'ambition et de passion, peut paraître arrogante ou émotive ou peu importe. Mais l'autre côté est vrai aussi dans le sens parce que quand des fois on a des femmes qui sont très passionnées, mais elles ont de la retenue par rapport aux gars. Et puis là, ben, ça, ils ne le voient pas, ça. Tu sais, ils s'attendent, mettons, je passe une fille en entrevue, puis là, j'étais avec mon collègue masculin, puis vu que la fille, elle n'a pas dit ouais, j'aime les grues, je veux une excavatrice. Tu sais, ils pensent que ils pensent qu'elle n'a pas d'ambition, puis qu'elle ne veut pas être dans la construction parce qu'elle était assise, puis elle a dit oui, elle parle. Mais tu sais, eux autres, ils ont quelque chose en tête, tu sais, ils s'attendent à ce qu'on soit des filles qui veulent aller dehors, puis tu sais, là, c'est pas pareil, tu sais, on n'a pas la même façon de s'exprimer. Il faut avoir ce dialogue-là, puis il faut avoir plus de femmes, justement, dans les recrutements, des choses comme ça, où est-ce que nous, on est capable de vraiment gager, puis voir où est-ce que cette femme-là se situe. Donc, est-ce qu'il y a encore des différences? Évidemment. Est-ce que la volonté est là à 100%? Et puis, la preuve, même aujourd'hui, là, regardez combien il y a d'hommes dans le panel. Je veux dire, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me touche beaucoup. Surtout en construction, on est tellement peu nombreuses de voir de l'appui des hommes, c'est tellement précieux. Puis vraiment, on est reconnaissante de ça parce que sans ça, on n'avancerait pas. Camille? Écoutez, on est dans un domaine nous, qui est quand même particulier parce que on est presque que des femmes. Mais les femmes sont dans les postes qui n'ont aucun pouvoir, donc elles sont couturières. Et dans les postes de pouvoir, si c'est des femmes, ça va être des femmes blanches, alors que la force vive de notre industrie, ça va être beaucoup des femmes issues de l'immigration, hein, parce que la confection, c'est un langage universel. On fait la couture pareil partout dans le monde. Mais c'est aussi beaucoup le métier de la deuxième chance. Je pense qu'il y a un élément à considérer qui est très important parce que je constate que quand on est une femme et que, par exemple, on est aussi immigrant, il y a une double difficulté. Et dans notre industrie, c'est particulièrement vrai. Il faut faire plus d'efforts aussi pour mettre des femmes racisées dans des postes de pouvoir. Il faut que nous, comme femmes, on soit les alliés de ces femmes-là pour les monter parce que sinon, on se retrouvait, c'est un problème que j'ai eu. Moi, au début de la coopérative, on avait un CA qui était 100% blanc pour une équipe de couturières qui est d'origine multiple. C'était absolument pas représentatif. On a fait des changements, puis c'est drôle, ça a amélioré l'ambiance de travail. Mais il y a ça, tu sais, nous, les propriétaires d'entreprises sont des hommes généralement passés 45 ans, blancs, la moitié sont anglophones, la moitié francophones. Alors que notre industrie, le monde qui font le poumon là, de nos entreprises, c'est des couturières, c'est des femmes. Puis c'est aussi simple que le métier de coupeur, là, qui est à place d'assembler du tissu, tu le coupes, là, OK? C'est des hommes qui occupent ces métiers-là, c'est payé entre 30 et 35 de l'heure. Une couturière au Québec, c'est payé en moyenne 14 de l'heure, tu sais. Fait que dans les métiers de base, là, puis quand je dis métiers de base, c'est les métiers d'usine, les métiers de construction aussi d'ailleurs, tout ce qui est les secteurs secondaires, primaires, là, il y a énormément de disparités pour les femmes. Soit on n'est pas présente, mais quand on est présente, en grande majorité, on est moins payé que nos collègues masculins. Et ça m'a toujours terrifiée. Je pensais entrer dans une industrie qui allait être féministe parce que, tu sais, c'est la mode, la création. Pas en tout. Soit on est les travailleuses en bas, soit quand c'est des mannequins, on est de la viande à chien, tu sais. Fait qu'il y a comme pas d'entre-deux, là. Ou sinon, tu es designer technique, puis là, tu fais des fiches techniques comme de 7 h le matin à 21 h le soir pour
34 000 par année. Fait que, tu sais, ça m'a toujours tellement, tellement outrée. Et comme mes collègues, c'est un combat de tous les jours qui doit être dénoncé, qui dépasse simplement le fait de nos réseaux d'affaires, qui, oui, sont devenus des réseaux de soutien pour plusieurs d'entre nous, mais je pense qu'un des éléments là, le plus important, là, ce qui va nous aider à se propulser, c'est oui d'avoir le soutien de nos collègues masculins qui est extrêmement important, mais d'abord et avant tout, c'est d'avoir le soutien plein et entier de nos collègues féminines. C'est les premières alliées. Puis si nous, on n'est pas là pour les faire monter les filles avec nous autres, là, bien, ça se peut que ce ne soit pas les autres qui aient ce premier réflexe-là. Tu sais, des fois, c'est nous qui découvrons des filles aussi. Puis par le passé, c'est plate parce que puis je serais curieuse, si ça vous tente de répondre à mes collègues panélistes. Tu sais, on a chacune eu, ou en tout cas de ce que je constate de mes collègues féminines, des déceptions par rapport à d'autres collègues féminines, comme s'ils n'avaient pas été assez là pour nous autres. Tu sais. Des fois, on se pose la question, comment ça que c'est un gars qui m'a découvert? Comment ça que mon premier mentor, c'est un gars? Tu sais, toutes ces questions-là, moi, ça m'a torturée. Je me suis dit, en fondant la coop, là, on est 2 gars pour 21 filles. Là. Puis là, c'est spécial. Là. Tu sais, ça change la dynamique complètement. Puis je ne suis pas en faveur d'une équipe strictement féminine. Par ailleurs, c'est moi qui ai fait le choix d'intégrer des hommes pour établir aussi une balance, là, parce que c'était quelque peu débalancé. Là. Il y avait d'autres problèmes par ailleurs, mais que je vous épargne pour cette discussion. C'est bon, c'est la parité qui est souhaitable, pas simplement 100% femmes ou 100% hommes. Donc, c'est un peu, moi, les réflexions que je fais par rapport à ça professionnellement. C'est sûr que je suis dans un milieu qui est manufacturier, donc qui est très spécifique, en plus le textile. Là. Mais ça m'a soulevé énormément d'inquiétude de constater que même dans les milieux qu'on considère comme traditionnellement féminins, les problèmes de sexisme étaient loin d'être écartés. As-tu déjà vécu, toi, personnellement, des situations où tu n'as pas été traitée de façon égale envers un homme? C'est drôle parce que ma directrice de production et moi, elle a énormément d'expérience. Elle a eu plusieurs entreprises de mode en Colombie et au Québec. Elle a eu 2 entreprises au Québec. Tu sais, c'est une bombe atomique professionnelle, tu comprends? Là. Elle est exceptionnelle, assez à où est-ce qu'elle s'en va. Ben, coudonc, elle a un accent français, tu comprends? Puis elle est un petit peu plus foncée que moi. Mais that's it, OK? Puis c'est ma team, là. C'est ma partner de tout. Tu sais. Puis on fait les rencontres avec les clients ensemble. Puis là, à un moment donné, on se rend compte que les clients hommes, ils nous disent tout le temps ouais, mais vous savez, dans l'industrie, ça fonctionne comme ça. On est comme ça, parce que les deux ont cumulé genre 30 ans d'expérience dans l'industrie, là, tu sais, minimum, si c'est pas plus. Là. Puis on était comme, tu sais, elle a beaucoup plus d'expérience que moi comme gestionnaire de production. Tu sais. Fait qu'on fait tout le temps comme « Oui, absolument, monsieur, merci beaucoup pour l'information. » Puis ça, c'est à chaque rencontre qu'on fait. Puis je suis sûre que si on avait été deux monsieur, on ne se serait pas fait dire ça. Vous savez, ça fonctionne comme ça. Sinon, ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais Camille, tu sais, c'est ta première entreprise, hein? » C'est quoi l'affaire? J'ai plus d'employés que tu n'en auras jamais, là. Fait comme... Pourquoi tu me dis ça? Oui, c'est ma première entreprise. Ça marche, OK? C'est bon, là. Fait que c'est tout le temps c'est jamais il y a personne qui dit « Ah, t'es moins bonne parce que t'es une fille. » C'est jamais explicite de même. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est tout le temps « Oui, mais tu sais, il y a telle affaire. Ah, t'es jeune, hein? Ah, t'es comme, ben, merci. Oui, j'ai 27 ans. C'est bon. » Puis, fait que tu sais, tu peux pas juste faire comme « Hey, ça, monsieur, c'est sexiste, évidemment. » Fait que tu suck it up. Mais à un moment donné, tu sais, c'est vraiment fâchant, là. Puis, justement, avec la coop, une chance que j'ai ma gang de filles parce qu'à un moment donné, il y a un client il a sous-entendu qu'on n'était pas professionnel. Et on a eu 15 couturières qui se sont levées de leur machine pour comprendre ce qui se passait. Puis, il a fait « Mais je ne veux pas créer du conflit. » Fait que, c'est notre gang de Louvre, là. Puis, finalement, ça s'est réglé. C'est encore un client aujourd'hui, là. Mais, tu sais, au moins, là, on a notre gang de soutien qui sont exceptionnels, qui sont toujours là pour nous. Puis aussi, évidemment, il y a des gars qui sont là pour nous soutenir, qui croient tellement en nous, tu sais. Puis je pense que ça prend une balance des deux. Parce que du monde un peu... Ah oui, ça, c'est mon exemple préféré. C'est un vieux de la vieille de l'industrie textile qui me suivait au début quand on était tout petit. Et il était fâché parce que j'avais décidé d'offrir un service qui était en concurrence avec le sien. Là.
Puis, j'ai dit oui, mais tu sais, c'est un service que la clientèle me demande beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, fais tes services, je fais les miens, là, je te copie pas. Fait que, puis, il me dit, je pensais que tu étais une ouvrière, pas une femme d'affaires. Fait que pour moi, ça, c'est très significatif de l'image que les couturières ont dans l'industrie. Les femmes, évidemment. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, Camille. Puis en fait, ça me fait penser à mon passage chez Coca-Cola, mais plus dans les opérations. Donc oui, quand vous regardez la télé, les gens ils pensent beaucoup que Coca-Cola, c'est les pubs marketing, etc. Mais au Québec ou au Canada, Coca-Cola, c'est la livraison puis de la distribution de produits. Fait que c'est un monde très à grande prédominance masculine. Et moi, comme directrice RH, ben, je soutenais des entrepôts puis des usines, dont une usine qu'on a à Montréal, à la Chine. Alors, dans mes premiers temps, ben, pour moi, c'est important parce que je soutenais l'Est du Canada, mais moi, c'est important d'aller dans mes sites puis de me promener dans mes sites. Puis c'était vraiment drôle parfois des commentaires que je recevais. Ah, t'as pas tes talons hauts? Je suis comme, ben, on vit en entrepôt, fait qu'on a nos bottes de sécurité. Tu sais, ou des fois, c'est des petites choses, mais c'est. Puis, tu sais, des fois, puis là, ils vont me dire, ben, c'est des blagues. Puis moi, souvent, de leur répondre, mais quand Pierre, il vient à l'usine, qui est le directeur de je sais pas quoi, tu lui fais-tu des commentaires comme ça ou tu fais-tu des jokes de même ou c'est juste à moi que tu fais des jokes? Tu sais, des fois, leur humour, je leur retournais l'humour, mais en leur apportant en leur posant des questions éclairantes. Tu sais, bon, réfléchis un peu à ce que tu dis. Ah, tu sais, de temps en temps, là, j'avais des petites flèches où, à un moment donné, on avait proposé, c'était canadien, là, mais on avait proposé à travers le Canada que ben, certains postes, c'était important qu'ils se rapprochent du terrain. Donc, on avait proposé de faire du pairage, que ce soit avec nos représentants des ventes, c'est qu'on faisait de la route avec eux ou avec notre centre de distribution, fait que je pouvais aller passer un avant-midi ou un après-midi avec un chauffeur. Je veux dire, les superviseurs étaient très au courant que c'était une initiative qu'on avait dans le mois. Fait qu'un matin, ben, il est 6h30. J'arrive pour rencontrer le chauffeur avec qui je vais aller faire la journée. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Je dis, ben, qu'est-ce que je fais là? Ben, je vais faire de la route. Je vais aller faire de la route. Mais pourquoi? Je dis, ben, parce que c'est important de savoir ce que vous faites. Vous venez nous checker? Non. Je viens passer du temps parce que je veux comprendre. Quand on vient me voir avec des situations d'employés puis qu'on m'explique telle route, ça marche pas ou telle situation qu'on lui a assignée ou telle route de chauffeur, ça fonctionne pas. Ben, si je passe pas du temps avec un chauffeur, je peux pas comprendre je peux pas comprendre ce qu'on m'explique. Fait que je vais faire de la route pour mieux vous comprendre. Ah, ben, mais encore là, c'est subtil. Comme tu as dit, c'est pas, tu peux pas dire, ben, voyons, c'est sexiste. Puis là, tu sais, des remarques, mais vous le savez, hein, madame, que vous devez avoir vos bretelles fluorescentes, puis vous le savez. Tu dis vraiment ça à la directrice RH? Je pense pas qu'elle le sait. ça me parlait vraiment beaucoup ce que tu disais parce que j'ai vécu ça une bonne période. Puis quand j'ai compris éventuellement que en utilisant leur même humour sarcastique, ça faisait arrêter certains commentaires, ben c'est là que ça a commencé à aller mieux parce qu'au début, ça m'irritait. Mais éventuellement, ben j'ai commencé à faire des petites jokes, mais des petites jokes avec des flèches, tu sais, genre, ben t'avais-tu répété ça, ce commentaire-là, Mathieu? Tu sais, quand il était la personne RH, tu lui disais ça aussi ou tu dis ça à moi? Ben, c'est ça. Ouais, ça me parle vraiment beaucoup ce que tu as dit. Toi, Anna? Effectivement, écoute, je suis tout à fait d'accord avec Camille et Candice. En construction, c'est un peu plus compliqué, là encore. C'est pas la même réalité. Il y en a beaucoup aussi, je veux dire, est-ce que moi, personnellement, j'ai été confrontée ou est-ce que j'ai pas eu des opportunités?
Je vous donne un exemple bien banal. Je suis à l'école, je me cherche un stage, j'applique pour une job, puis là, on me regarde, on me dit, ouais, mais vous savez que des fois, vous allez être seul, vous allez conduire, faire de la longue route, vous allez être sur un chantier. Tu sais, c'est comme, hey, come on, là, tu penses-tu que je suis rentrée en construction comme, puis je le savais pas, pour vrai? C'est des petites choses, tu sais, j'ai vu aussi des gens passer en entrevue et on dit, ah, ben, est-ce que tu penses avoir des enfants un jour? C'est comme, c'est quoi ces affaires? Tu sais, puis des fois, c'est subtil, puis des fois, je veux dire, c'est très clair, là, tu sais, surtout en construction, des fois, ça peut être très clair, très visé. Moi, ça va quand même, tu sais, comme je vous dis, moi, j'ai été bien entourée. Je me suis bien entourée aussi. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. J'ai pas eu un manque d'opportunités per se. Surtout, c'est sûr aussi que je suis ingénieure, je suis dans le membre cadre, on est plus nombreuses, là. C'est sûr que les femmes de métier vivent autre chose. Puis ça, je le vois aussi, ils sont tellement peu nombreuses. Il y a une affaire aussi, tu sais, dans les commentaires racistes, sexistes, tout ce que tu veux en construction, des fois, ils peuvent être rough. Puis au début, moi, on m'avait dit, tu vas voir, Anna, tu vas t'endurcir avec le temps ou tu peux leur répondre ou refait les mêmes jokes qu'eux autres ou des choses de même. Puis ça, c'était au début de ma carrière. Puis je me suis rendu compte, Colin, je suis pas de même, je suis pas capable. Puis pour vrai, moi, au lieu de m'endurcir avec le temps, à un moment donné, j'étais rendue beaucoup plus émotive. Puis j'avais beaucoup plus de peine. Tu sais, pour vrai, là, c'est pas le fait de l'entendre si souvent qu'à un moment donné, je devenais immunisée. J'ai pas été immunisée. Puis j'ai moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, puis je sais que c'est bizarre, là, à un moment donné, je suis partie à brailler, je me suis dit, je lâche tout, laisse faire. Puis les gars, quand ils ont vu ça, pas mes collègues masculins, les ingénieurs chez Kiewit sont exceptionnels, là, c'est mes frères, pour vrai, j'ai pas de problème, mais tu sais, je parle, mettons, t'es sur un chantier, puis c'est une équipe que tu connais pas, des hommes de métier, que ça fait 30 ans qu'ils font des jokes plates. Quand ils ont vu que j'avais de la peine, puis que c'était pas drôle, eux autres se sentaient mal. Puis eux autres, ils arrivaient et disaient, ben voyons, Anna, on s'excuse, c'est juste une joke, écoute. Puis, puis eux autres, ils ont arrêté par eux-mêmes. Puis eux autres s'auto-critiquaient quand quelqu'un faisait une joke plate. Parce qu'ils ont vu Anna brailler, puis ils se sont dit, hey, nous autres, on pensait qu'on était drôle, puis une gang de gars ensemble, là, ça se donne des coups, ah, ah, c'est bien drôle, ma joke. Puis là, ils continuent, puis là, ça build up. Mais ils se rendent pas compte des fois. Fait que là, après, j'ai réalisé que des fois, dans le milieu de la construction, quand ça arrive, des fois, c'est pas méchant. C'est parce que c'est une gang de gars qui se trouvent drôles, mais ils sont pas méchants à la base. Puis là, à un moment donné, quand ils se rendent compte que Colin, tu sais, Anna, on aime ça travailler avec elle, elle est fine, on est productif, elle s'occupe de nous, Kirim, elle nous amène à manger, tu sais, elle est tout le temps là, elle nous back up devant les patrons, tu sais, on veut que Anna reste. Puis on savait pas que ça faisait de la peine. Tu sais, ça a vraiment flippé. Pour moi, c'est là que ça a flippé. Puis je sais qu'il y a des filles qui m'ont dit le contraire, puis qui m'ont dit d'agir autrement. Puis écoute, j'ai pas fait exprès quand c'est arrivé, là. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de bonté. Il faut juste savoir comment le gérer. Dès qu'on met des limites dès le départ, après ça, on est quand même bien parti. En gros, est-ce que moi, personnellement, on ne m'a pas considérée pour un poste parce que j'étais une femme? Non, parce que j'ai eu des boss bienveillants, puis je le sais que c'est pas comme ça partout. Ouais. Est-ce que vous sentez une réelle mouvance là, dans le milieu des affaires pour permettre à des femmes d'atteindre de façon égalitaire là, des postes décisionnaires ou des postes un petit peu plus haut placés? Là? 100%. En construction, il y a beaucoup de travail qui se fait. Nous autres, on travaille aussi in the background, là, que ce soit avec des associations, avec nos patrons. On groom les filles, on essaie de les préparer aussi. On leur donne du coaching, du mentoring. Puis la mouvance est réelle parce que moi, quand j'ai commencé, on n'est déjà pas encore beaucoup de filles, mais on est de plus en plus nombreuses. Il y a des statements qui ont été faits par la compagnie. L'année passée, je pense qu'on s'était rendu, quand on a engagé des nouvelles femmes ingénieures, on était à 25 écoute, c'est jamais existé, le 25 d'ingénieurs dans une compagnie. Il n'y a même pas 25 d'ingénieurs qui graduent de Polytechnique, là. Tu sais, je veux dire, il y a ça aussi, tu sais, le statement est là. Maintenant, quand moi, j'ai parti, par exemple, un comité pour des femmes.
tout de suite, quand j'ai eu l'idée, il y a quelques années, je suis allée voir mes boss, ils m'ont dit, parfait, tiens, on va te donner un budget, tiens, on va vous donner l'opportunité de vous exprimer. On a, l'intention est là. Après ça, il faut attendre les résultats. Déjà, je vois, par exemple, dans les autres industries, à quel point ça a été difficile, puis que ça l'est encore, même si les femmes sont nombreuses, de se rendre à des postes de direction. Je sais que le chemin va être long, mais je sais qu'en apprenant des autres industries, en ayant leur appui aussi, puis avec tout ce qui a, la mouvance réelle de la nouvelle génération, hommes et femmes, moi, je suis très optimiste, là. Je vais aller à contre-courant. Je vais nuancer, en fait. Je pense que oui, je sens qu'il y a un momentum, mais je vais me permettre de dire pas assez. Et je vais dire pas assez parce que pour moi, on est dans un pays, dans une province de possibilités. On a une masse, c'est quand tu regardes la population, ben, on a une population pas loin du 50-50. On a des femmes éduquées, diplômées, des fois, parfois même plus. Le taux de diplomation, parfois, dans certains domaines, est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Il n'y a pas de raison qu'on ait encore à ce résultat aujourd'hui. C'est que c'est dans ce sens-là que je dis, oui, je sens un momentum, mais je vais me ranger du côté de Anna dans le sens où l'intention est là. Maintenant, il faut que les chiffres se présentent. On est rendu à un moment où, pour moi, on a assez parlé et même beaucoup trop de cette conversation-là. Là, il faut agir. Puis, je trouve que c'est là où les employeurs, ça prend un petit peu de temps là, d'arriver au résultat. J'espère qu'on va arriver à un endroit où, je sais pas moi, quelque part en 2025, la journée de la femme va arriver, puis on n'aura pas cet article de la presse. Les femmes n'ont pas encore leur place. J'ai l'impression que chaque année, c'est le même, c'est le même article qui arrive dans les journaux qui disent oui, la journée de la femme, c'est important. Mais il y a encore du travail à faire. J'aimerais qu'on arrive à un endroit où on dit la journée de la femme, c'est important et on a fait des avancées. Pour moi, ça serait vraiment l'idéal. Toi, Camille, penses-tu qu'il y a une mouvance dans tout ça ou Tu sais, ça, c'est la même chose dans le mouvement féministe, vit les mêmes choses depuis ses débuts. Là, on recule de à peu près une centaine d'années. Justement, il y avait un mouvement féministe un peu plus bourgeois. Je le dis pas de façon négative, mais des femmes plus éduquées, justement, qui se soutenaient entre elles pour atteindre des postes d'importance, principalement dans les organisations communautaires ou religieuses. Aujourd'hui, tu sais, nous, on se réunit pour parler un peu de l'état des femmes dans les postes de pouvoir, ce qui est excellent, mais on n'améliorera pas sincèrement et réellement et de façon durable la condition des femmes si on ne s'intéresse pas à la question des femmes et du travail de plus large manière. Pourquoi est-ce qu'il y a une disparité au niveau du salaire pour les femmes? C'est pas compliqué. Les femmes font des jobs moins bien payés. Donc oui, le niveau de diplomation est excellent chez les femmes, mais c'est pas ça qui va réduire l'écart. Ce qui va réduire l'écart, c'est que les femmes ont des moins bonnes jobs, moins bien payés. That's it, OK? Fait que, tu sais, c'est... Puis l'autre chose aussi, les femmes qui sont issues d'immigration récente vivent beaucoup plus de précarité que les hommes issus d'immigration récente. Fait que, tu sais, ça aussi, ça contribue à l'écart et c'est très important qu'on le prenne en considération. Donc, tu sais, il y a tous ces éléments-là qu'il ne faut jamais oublier. C'est pour ça que je dis, oui, moi, je veux qu'il y ait des femmes en position de pouvoir, absolument. Mais il ne faut pas oublier celles qui sont avec nous autres en arrière, qui nous soutiennent aussi, puis qui ne vont pas nécessairement avoir la voix que nous, on a en ce moment pour nous défendre. Parce qu'elles ne vont pas nécessairement défendre leurs conditions, je le vois. Des fois, c'est nous-mêmes, imaginez, nous-mêmes, des femmes extrêmement éduquées, réseautées, qui ont quand même confiance en elles. On prend la parole, nous, pour défendre notre condition. Et encore là, on a plusieurs de nos collègues qui n'osent même pas le faire. Fait qu'imaginons une fille là, que, tu sais, elle est couturière ou elle est dans la construction, ça la fait suer comment elle est traitée, mais elle va se dire « Ah, tu sais, c'est mieux ça que pas avoir de job. » Fait que souvent, c'est ça la réflexion. T'sais. L'écart là, salarial, il est beaucoup là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup. Ce que je suis contente, c'est la façon dont on élève maintenant les jeunes filles.
je pense que ça commence beaucoup plus de là maintenant, tu sais. Moi, j'ai été élevée comme une future leader, tu sais, puis pas comme une mère de famille, tu sais. Puis ça, je pense que ça change énormément aussi l'attitude des jeunes filles. On voit que les jeunes filles sont plus compétitives. Quand je regarde les étudiantes, là, je donne beaucoup de conférences dans les cégeps, dans les universités, là. Puis c'est les filles qui prennent le micro là, sur Zoom, là, puis qui posent des questions, puis qui disent « Ah, moi, je me pars une entreprise, ça a 17 ans. » Tu sais, c'est comme, c'est vraiment hot, là, ça fait du bien, tu sais. Ouais. Fait que je pense que vraiment, ça, c'est, tu sais, oui, moi, je suis une milléniale, mais si je regarde encore plus les plus jeunes, la génération Z, là, eux autres, ils sont exceptionnels. Je capote sur ces jeunes-là. Ils sont fantastiques. Les jeunes filles mobilisées, impliquées, brillantes, tu sais, ouvertes. Tu sais, vraiment, là, pour moi, eux, tu sais, ils ont eu aussi une éducation encore meilleure que je pense que moi j'ai eu, tu sais, au niveau des valeurs comme femmes. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces filles-là. Puis chaque génération, ben, on fait un pas par en avant aussi. Je pense qu'une dernière chose, je terminerai là-dessus pour mon intervention. Il faut accepter aussi de ne pas être des féministes parfaites. Puis c'est bien correct. Puis des fois, on va lâcher un petit call qui est plus ou moins ouf. C'est un peu ordinaire. Telle fille, elle me tape ses nerfs, c'est correct, tu sais. Puis je pense qu'on est souvent très dur, on cherche beaucoup la perfection. Quand on est conscient et accepter qu'une fois de temps en temps, on n'aura pas des comportements absolument parfaits, ça permet aussi d'observer nos comportements imparfaits puis de s'améliorer. Absolument raison. Comment est-ce que vous aimeriez voir voir se manifester l'appui de vos collègues masculins ou en fait, des hommes là, dans votre entourage professionnel? Comment est-ce que vous souhaiteriez voir cet appui-là se manifester par rapport au mouvement féministe, là, au mouvement... Je dirais deux choses. Dans un premier temps, pour moi, c'est toujours important de rappeler que pour moi, c'est pas les hommes versus les femmes. Puis je pense qu'il faut le dire parce que des fois, quand il y a ces conversations-là qui se passent, comme en ce moment, des fois, l'homme peut avoir de la misère à se retrouver là-dedans. Parce que là, il y a une conversation, puis là, on parle de tout ce qui fonctionne pas, puis là, l'homme se regarde un peu dans le miroir, puis il est comme, bon, ben, je fais quoi, là? Mais c'est pas, la conversation n'est pas les hommes versus les femmes. La conversation est comment on peut arriver à un endroit où on est considéré comme un égal. Dans un deuxième temps, j'aurais tendance à dire que pour moi, juste le fait que les hommes posent certaines questions à notre place, des fois, ça peut faire toute la différence. Quand vous êtes dans une table, quand vous êtes autour d'une table, il n'y a que des hommes, c'est important de poser la question, hey, peut-être que telle personne, il faudrait qu'elle soit là, ou peut-être que telle chose. On vous invite à un panel en tant qu'homme professionnel dans votre industrie. C'est 3 hommes blancs. La seule différence, c'est la couleur de la cravate. Peut-être que vous devriez poser la question à savoir, ben peut-être qu'il y a une femme qu'on pourrait impliquer pour diversifier la conversation. Donc, vous avez une voix qui est importante, puis on a besoin de vous dans la conversation. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça qu'ils pourraient être des alliés. Il y a plein de choses, évidemment, mais vite, comme ça, j'aurais tendance à dire ces 2 points. J'aborderais dans le même sens que Candice. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la définition du féminisme d'abord. Là, il y a beaucoup de gens qui pensent que féminisme, ça veut dire supériorité des femmes au lieu de égalité. Puis pour vrai, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était ça le féminisme. C'était que les femmes voulaient être supérieures. Je suis pas fière de dire ça, mais je le dis la vérité, là. Mais le féminisme, quand on le reprend à sa simple expression, c'est l'égalité. C'est comme des gens qui disent, mais pourquoi qu'on dit féministe et pas humaniste? Oui, mais oui, un n'empêche pas l'autre. On veut juste mettre la lumière sur les femmes. Mais j'ai été moi-même comme ça. Fait que je peux pas blâmer quelqu'un d'autre qui le comprend pas. Moi, c'est une femme qui m'a remis à ma place quand j'avais 19 ans, puis je la remercie. Puis c'est la même chose, par exemple, moi, par exemple, mon mari, je veux dire, c'est une personne exceptionnelle, puis lui aussi, des fois, il a la même
pensée. Puis là, quand je le reprends, il est comme, ben oui, ben là, Colin, comment ça se fait qu'ils vont pas te payer pareil? Non, t'es égal, t'es pareil. Puis là, il devient un activiste, là. Mais lui, il aime pas ça, dire le mot « je suis féministe ». Mais il l'est, là. Il l'est tellement, là, mais il ose pas le dire. Je pense qu'on a un problème avec la définition. Puis ce que Candice dit, c'est extrêmement important que les hommes nous appuient quand ils voient des choses. Par exemple, je rentre dans un meeting. Je rentre dans un meeting, on est une centaine de personnes, je suis la seule fille. Puis en plus, des fois, tu regardes, il y a peut-être moi et une autre personne, on a une couleur, tu sais, ou un nom bizarre, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Faut que ça change. Puis pas juste les hommes, mais les femmes aussi. Le nombre de fois maintenant que je rentre dans des meetings, je dis, comment ça se fait, je suis toute seule, là, comme femme, tu sais, ou ce que je fais, c'est que je prends une fille, une jeune, par exemple, je l'amène avec moi. Puis je l'amène, je la donne du exposure. Le plus qu'ils vont la voir, le moins bizarre que ça va être qu'elle soit là. Fait que ça, c'est important de l'appui des femmes, des hommes. Puis autant, par exemple, moi, mon mentor, on parlait des mentors, ça a été pareil, là. Il y avait des meetings super importants avec les gros boss, puis ils m'amenaient dans les meetings. Mais c'est comme ça qui a fait que j'ai eu de la visibilité. C'est comme ça qui m'a aidé. C'est en croyant en moi, en me poussant. Fait que si vous avez des jeunes, là, puis tu sais, on doit pas y aller par discrimination négative, positive, là. Je veux dire, prenez par le mérite. Il y a plein de femmes qui le méritent. Prenez celle qui le mérite, puis amenez-la avec vous là, pour monter. Tu sais. Elle va devenir un disciple. Je vous dis, moi, là, je suis le disciple à mon VP. OK, moi, je te dis, là, j'irai à n'importe quel combat, bref, partout ce qui va, là, je suis son meilleur soldat. Fait que vous pouvez avoir des personnes comme ça, filles, hommes, allez-y avec le mérite. Fait que, mais c'est vraiment juste ça. Camille? Il y a ça. Puis aussi, tu sais, des fois, on imagine un peu comme le modèle de femme parfaite, tu sais, l'employé femme parfaite. Je pense que quand on choisit des mentorés, c'est peut-être de sortir du modèle de mentoré, eux, là, idéal qu'on voudrait, là, parce que des femmes, il y en a de tous les profils, mais des fois, on a une image très définie de la femme professionnelle, tu sais. Et il faut réfléchir peut-être à sortir de ça. Sinon, j'abonde absolument dans le sens de mes collègues. Évidemment, tu sais, je veux dire, on a une oreille sensible pour les gens qui nous ressemblent. C'est tout à fait humain. Donc, si vous parlez, vous n'êtes pas obligé de le dire, le mot féminisme. C'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est le principe. Mais si vous voulez vous dire féministe, c'est absolument le bienvenu. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être en bio de votre profil LinkedIn. Là. Fait que, mais évidemment, c'est, tu sais, de vous savoir nous défendre, c'est pour nous, c'est extrêmement touchant aussi parce que, je vous dis, ça peut amener des sentiments de très grande solitude, des fois, quand on est seul au combat. De savoir que les impressions qu'on a sont confirmées par nos collègues, on en serait éternellement redevable. Je vais poser une dernière question, puis si c'est possible, peut-être une petite période de questions des jeunes leaders pour ceux qui sont encore disponibles. En fait, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes leaders qui sont présents aujourd'hui? Aux jeunes, en fait, là, aux jeunes femmes ou évidemment aux hommes, là, vous venez un petit peu de répondre à la question, mais est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Ben, moi, je dirais ce qui m'a le plus aidé, c'est d'être honnête puis authentique. Peu importe qu'on soit, n'importe quelle couleur, femme, homme, je pense que dès qu'on est honnête et authentique, ça se sent, les gens nous suivent, les gens nous font confiance, puis ça peut jouer un grand rôle. Là, être authentique et transparent, ça ne veut pas dire l'être à 100%, là. Comme Candice dirait, il faut avoir le sens politique, ce que je travaille encore. Mais je pense que c'est important. Je pense qu'avec ça, on peut aller très loin. En fait, je rajouterais, totalement, Anna, 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est juste prendre sa place. Prendre sa place, puis ça va venir aussi. Il y a des endroits où vous ne serez pas toujours bienvenu. Il y a des endroits où on va vous sous-estimer au début, puis c'est correct. C'est absolument correct. Moi, j'ai accepté que je suis souvent le underdog. Je commence souvent comme ça dans mes rôles ou peu importe où j'arrive. Puis c'est correct. Moi, j'ai accepté que c'est comme ça. Puis
Maintenant, je suis silencieuse, puis je souris parce que je sais ce que j'ai apporté. Je sais ma valeur. Je connais ma valeur. Fait que, éventuellement, ils vont la voir. Puis des fois, il y a même des gens qui reviennent, puis soit ils s'excusent ou soit oh mon Dieu, je savais pas que je savais pas que c'était toi la directrice dans la pièce. Des fois c'est aussi nono que ça. Comme Anna expliquait, elle pensait que c'était un ouvrier, puis c'est elle la chef. Fait que c'est correct. Prenez votre place. Puis quand on vous sous-estime, souriez, puis montrez de quoi vous êtes capable. Moi, c'est ce que j'apporterais. Tellement. Oh mon Dieu, ça, tu sais, c'est comme. Au début, j'étais tellement fâchée de. Tu sais, c'est comme j'avais une vision de moi-même où je savais que j'étais bonne, tu sais, puis c'était comme si c'était pas vu du tout. Puis je pense que si j'avais un conseil à donner, mais c'est bon pour tout le monde, là, mais peut-être surtout pour nos collègues féminines, hein. Tu sais, c'est si vous pensez que vous êtes bon, c'est de continuer à le penser, puis de laisser personne vous faire penser autre chose que ça. Puis, à un moment donné, il va y avoir un jour où ça va être considéré, mais c'est pas grave si ça ne l'est pas tout de suite. Merci beaucoup.